La plaidoirie. Histoire d'une journée. Léonide Andreïev. Un grand blond efflanqué, vêtu d'un habit, faisait les 100 pas dans le couloir du tribunal. Il s'appelait Andreï Pavlovitch Kolossov, et depuis déjà 2 ans, il était l'adjoint d'un avocat de la cour. Andreï Pavlovitch se faisait beaucoup de mauvais sang avant chaque procès important, mais cette fois-ci, sa nervosité dépassait vraiment les bornes. Il y avait à cela beaucoup de raisons. La plus importante tenait à l'état de ses nerfs. Depuis 1 an, il refusait carrément de remplir leur office, et les douches n'étaient pas d'un grand secours. Kolossov aurait dû arrêter de fumer, mais il ne pouvait s'y résoudre, tant la force de l'habitude était puissante. Maintenant aussi, il avait envie de fumer, bien qu'il eût déjà dans la bouche cet arrière-goût désagréable bien connu des adeptes du tabac. Il se dirigea vers l'infirmerie alors inoccupée, s'allongea sur le divan couvert de toile cirée et alluma une cigarette. Ah, comme il était fatigué! Cela faisait 1 semaine qu'il n'avait pas quitté son habit. Et quelle semaine! Tantôt chez le juge de paix, tantôt aux délibérations de la cour. La veille, il s'était morfondu toute la journée jusqu'à 9h du soir dans un tribunal de province, pour une affaire de droit civil. Ses camarades l'enviaient de gagner autant d'argent. Il citait en exemple son énergie prodigieuse. Mais où cela le menait-il? Les 3000 roubles par an qu'il avait tant de peine à gagner lui filaient entre les doigts. La vie ne cessait d'augmenter. Les enfants réclamaient toujours davantage. Les dettes s'accumulaient. Après-demain, c'était le terme. Il faudrait verser 50 roubles. Or, il ne disposait que de 10 roubles en liquide. Il faudrait donc encore se décarcasser. Sa femme... En pensant aux dettes et à sa femme, Kolossov fronça les sourcils et poussa un soupir. « Mais où étais-tu donc passé? Cela fait des heures que je te cherche !» s'écria Pomerantsev en s'engouffrant dans la pièce. C'était le camarade qui devait plaider avec Kolossov dans l'affaire du jour, un jeune avocat déjà pourvu d'une réputation de criminologue talentueux. Ce beau brun pétulant, volubile et jovial, mais un peu bruyant et rasoir, était un enfant gâté du destin comme on en rencontre rarement. Sa famille, qui était riche, l'adorait. La chance lui souriait dans toutes ses entreprises. Bref, il fonçait comme sur des rails vers la gloire et la fortune. « Il faut qu'on se mette d'accord pour la défense », dit Pomerantsev à toute vitesse. « Pour l'amour de Dieu !» répondit Kolossov en tressaillant. « Fiche-moi la paix. Plus tard. »« Comment ça, plus tard ?» Kolossov fit un geste agacé et Pomerantsev, haussant les épaules, sortit précipitamment. Le procès dans lequel plaidaient Kolossov et Pomerantsev n'était guère compliqué. Dans un faubourg de Moscou, où se côtoient tavernes, estaminets et buvettes, et où vient se réfugier la lie de la population moscovite, un meurtre avait été commis. Un jeune homme de passage, apparemment un commis ou un marchand de gros, avait fait la noce toute une nuit avec 2 vauriens et une jeune dévergondée. Tanka, les mains blanches. Il leur avait montré sa bourse pleine d'argent, et le lendemain matin, on l'avait retrouvé dans les fourrés, étranglé et dévalisé. 1 semaine plus tard, Tanka et les vauriens avaient été appréhendés et avaient avoué le meurtre. Kolossov devait défendre Tanka les mains blanches.
Dans la prison où il était allé rendre visite à l'accusé, il avait été confronté à quelque chose d'inattendu. Tanka, ou plutôt Tania, comme il l'appelait, était une jolie fille toute jeune, aux cheveux châtains bien peignés, modeste et timide. Était-ce la solitude de la prison qui avait lavé sur son visage la boue de son honteux métier, ou bien les souffrances morales qui lui donnaient un air inspiré? Toujours est-il qu'on ne décelait en elle rien de ce qui caractérise les créatures misérables et pitoyables dont Andreï Pavlovitch avait l'habitude d'entendre parler. Seule sa voix, un peu rauque et vulgaire, témoignait des nuits de débauche et d'ivresse. Dès sa première visite, Kolossov avait compris que Tania n'était coupable du meurtre ni en pensée, ni en action. Elle était victime de la peur d'une créature qui se trouve en bas de l'échelle sociale, écrasée par tous ceux qui sont au-dessus d'elle. Tout le monde était plus fort que Tania, et tout le monde l'humiliait, que ce fût son amant, bagarreur et violent, ou le gendarme bardé d'insignes et de plaques scintillantes, dont l'allure autoritaire déclenchait à elle seule une terreur panique chez cette détentrice du billet jaune. À la passion et à la véhémence de ses discours, à l'éclat de ses yeux et à la façon dont son maigre corps frémissait de haine contre ses persécuteurs, Kolossov se rendit compte que Tania était pourtant capable de se défendre. À la manière d'un petit animal somnolent, renversé sur le dos, qui plante ses dents avec fureur dans la main levée sur lui. Mais il y avait dans cette rage affichée plus de terreur et d'angoisse mortelle que dans le hurlement le plus désespéré. En larmes, sûre de n'être crue par personne, Tania avait raconté comment s'était passé le meurtre. Après être sorti de la dernière taverne, alors qu'il traversait un terrain vague, Vassili Robotiev et Ivan Goroshkin, son amant, s'étaient jetés sur l'inconnu et avaient commencé à l'étrangler. « J'étais terrorisé, monsieur. J'ai hurlé. Que faites-vous, assassin ?» Ivan m'a fait taire, mais l'autre commençait déjà à râler. Je me suis jeté sur lui, mais Ivan, le salaud, il m'a flanqué un de ses coups de pied dans le ventre. « Tais-toi » il a dit. Sinon il va t'arriver la même chose. Alors, je suis parti en courant dans les buissons. Je ne sais pas moi-même comment je me suis retrouvé chez Marfouchka, dans mon lit. En courant, j'ai perdu mon foulard. Le lendemain, Tania avait reproché son méfait à Ivan, mais 2 coups de poing l'avaient convaincu du caractère irrémédiable du fait accompli, et 1 heure plus tard, elle chantait, pleurait et buvait de la vodka achetée avec l'argent volé. Kolossov alla encore voir Tania 2 fois, et après chaque visite, elle lui semblait de plus en plus difficile à défendre. Que dirait-il au procès? Il aurait fallu raconter toute l'amertume, toute l'injustice qui sévissent sur terre, décrire la lutte pour la vie, éternelle, sans fin, les gémissements des vaincus et des vainqueurs, s'effondrant ensemble sur le champ de bataille ensanglanté. Mais comment décrire ces gémissements à ceux qui ne les ont pas entendus eux-mêmes, qui ne les entendent pas? La veille au soir, pendant la journée, il avait été occupé. Andreï Pavlovitch avait préparé sa plaidoirie. Au début, le travail ne démarrait pas. Mais après quelques verres de thé bien forts et une dizaine de cigarettes, ses pensées éparses avaient commencé à s'agencer. De plus en plus excité, s'exaltant sur des expressions bien trouvées et de belles phrases, Kolossov avait fini par rédiger un plaidoyer enflammé et convaincant, surtout pour lui-même. L'espace d'un instant, la peur que lui avait en quelque sorte communiquée Tania avait disparu, et il s'était couché sûr de lui et de la victoire. Mais une nuit sans sommeil avait porté ses fruits. Aujourd'hui, il avait la tête lourde et vide. Certaines phrases du discours qu'il avait couché sur le papier lui semblaient artificielles, grandiloquentes. Son seul espoir était qu'il aurait un sursaut et le moment venu retrouverait ses facultés. Il avait déjà vu Tania aujourd'hui et avait été désagréablement surpris par l'hébétude que trahissait sa voix. « Écoutez, Tania, vous raconterez tout comme vous l'avez fait avec moi. D'accord ?»« D'accord » avait répondu docilement Tania, mais on sentait dans cette docilité une terreur qu'il était seul à comprendre et dont tout son être était imprégné. Le procès commença. Quand la porte menant du couloir à la cage grillagée dans laquelle devaient se tenir les accusés s'ouvrit et qu'ils entrèrent l'un après l'autre, le public, fatigué d'attendre, s'agita. Les éperons des gendarmes tintèrent, leurs sabres nus étincelèrent, et les spectateurs comprirent que le drame commençait.
Les murmures et le bourdonnement qui s'élevèrent indiquaient que les gens échangeaient leurs impressions. L'aspect ordinaire d'Ivan Gorochkine et de Robotiev suscita des réflexions peu flatteuses, mais Tania leur plaisait, une véritable héroïne de tragédie. Lorsque les accusés eurent décliné leurs noms et prénoms, et que le président demanda à Tania quelle était sa profession, elle répondit « Prostituée ». Ce mot, lancé au beau milieu de femmes bien propres et tirées à 4 épingles, d'hommes au ventre plein et satisfaits d'eux-mêmes, sonna comme un glas funèbre, comme un reproche menaçant adressé par un mort à tous les vivants. Mais pas une tête ne s'inclina, pas un regard ne se voila. Les yeux étincelèrent d'une curiosité encore plus avide, tant l'accusé jouait bien son rôle. Le premier à s'exprimer fut Gorochkine, un assez bel homme au teint mat et aux manières arrogantes de souteneur attitré. Il parlait sans se presser, en choisissant ses expressions de l'air d'un homme conscient de sa supériorité sur ceux qui l'entourent, mais ne se permettant pas d'en faire trop clairement état. D'après lui, ils avaient tous les 3 pris une part égale à l'assassinat. Lui-même avait tenu l'inconnu par les bras, Tanka lui avait passé le nœud coulant autour du cou, et Robotiev l'avait étranglé. Robotiev, un individu totalement dénué de personnalité, corrobora ses dires, ne se démarquant de Gorochkine que sur des détails insignifiants concernant le partage de l'argent. S'il envisageait les travaux forcés avec le plus grand calme, il ne pouvait se résigner au fait qu'Ivan s'était taillé la part du lion sur le butin. Puis, ce fut le tour de Tania. Kolossov attendait sa déposition avec appréhension, et dès les premiers mots prononcés par cette voix cassée, il comprit que c'était mal parti. La sincérité et la candeur qui l'avaient tant séduit chez Tania, et qui était en fait sa seule arme, avaient disparu Dieu sait où. Se perdant dans des détails et des digressions inutiles, écorchant les oreilles du public par la vulgarité et la crudité de son langage, Tania essayait trop manifestement de se justifier et de rejeter la faute sur les autres, et plus elle s'y efforçait, plus elle faisait mauvaise impression. Il aurait mieux valu qu'elle n'ouvre pas la bouche, songeait Kolossov, furieux contre elle, en grinçant des dents à chaque fausse note. Il ne regardait pas les jurés ni le public, mais de tout son être, il sentait grandir leur aversion et leur défiance. « Si vous n'êtes pas coupable du meurtre, alors pourquoi avez-vous fait des aveux à la police et pendant l'instruction ?» demanda le président. Tania perdit contenance, puis répondit qu'à la police, on l'avait battue. Cette réponse était de toute évidence un mensonge éhonté. De fait, jamais Tania n'avait parlé de cela à son avocat. Mais comment pouvait-elle expliquer à tous ces messieurs imposants, sinon par des coups, sa terreur devant le commissaire de police, qui n'avait fait que poser les yeux sur elle, et Dieu sait ce qu'elle avait alors imaginé. Ces beaux messieurs avec leurs boutons en or étaient-ils capables de comprendre que l'on pouvait être terrorisé à la seule vue de leurs boutons en or? Cette fois, non seulement les messieurs, mais Kolossov lui-même ne comprirent pas Tania. Les dents serrées de rage, il fixa le pupitre pour ne pas voir les sourires dubitatifs. « Et le juge d'instruction vous a battu, lui aussi ?» poursuivit le président d'un ton légèrement ironique. Des ricanements ignobles s'élevèrent au fond de la salle. Tania ne répondit pas. « Vous êtes bien déjà passé en jugement pour avoir volé son porte-monnaie à un homme ivre. Le juge de paix vous a bien condamné à 2 mois de réclusion. » Tania ne disait toujours rien. À quoi bon parler? Elle regrettait seulement d'avoir contrarié Andreï Pavlovitch en n'ayant pas su raconter les choses comme il fallait. Puis ce furent les interminables dépositions des témoins. Devant les yeux de plus en plus embrumés de Kolossov défilaient des tenanciers de tavernes courtois, volubiles et d'allure contenable, des domestiques abrutis et comme abasourdis par on ne sait quoi. Certains encombraient leur récit d'une foule de menus détails, et on n'arrivait pas à les faire taire. À d'autres, il fallait arracher chaque mot. Un témoin fit son entrée, un gamin sympathique, proprement vêtu, maigrichon et timide. Après quelques mots d'encouragement, le président lui demanda ce que faisaient Main-Blanche et les autres quand ils venaient voir sa grand-mère dans sa masure. « Ils épluchaient des pommes de terre », répondit le garçon, et il sourit en lançant au président un regard en coin. Le juge sourit, les jurés aussi, et même Tania, qui pleurait en silence. Des larmes brillaient dans ses yeux. Kolossov remarqua ce tendre sourire d'une mère qui avait enterré son enfant, et il se dit « Rien que pour ce sourire, on devrait l'innocenter. »
Les heures passaient, et Andreï Pavlovitch se sentait de plus en plus mal. Des filaments brillants passaient devant ses yeux fatigués. Son oreille avait du mal à percevoir les sons, le sens des phrases lui échappait, et il se fit même reprendre par le juge pour avoir posé 2 fois la même question. Il était en proie à l'apathie, à l'ennui. Il tentait de se secouer pendant les pauses. Il fumait à s'en donner le vertige, avalait un verre de cognac, mais ces stimulations momentanées étaient suivies de chutes d'énergie. « Seigneur, que m'arrive-t-il » se disait-il de temps en temps, et il éprouvait une sorte d'effroi. Un frisson glacé courait le long de son dos. Pomerantsev, débordant d'audace, de pétulance et d'obstination, mena brillamment l'interrogatoire des témoins. Il enroulait l'âme des jurés autour de son petit doigt, engageait de violentes joutes oratoires avec le président et le procureur, et s'attirait les faveurs du public. Les plaidoiries ne débutèrent qu'à 11 heures du soir. Le procureur, un homme âgé et voûté, au visage intelligent, mais peu expressif, au verbe tranquille et fleuri, se montra terrible et sans pitié, comme la logique en personne. Cette logique dont la fausseté est sans égale quand on s'en sert pour mesurer l'âme humaine. S'en tenant aux faits, et rien qu'aux faits, sans phrase ronflante ni effet de manche, le procureur tissait maille après maille le filet qui devait emprisonner Tania. Après avoir dressé un tableau sans passion, mais épique, du milieu dans lequel vivaient les criminels, il en arriva à la description du crime lui-même. Kolossov, qui feuilletait nerveusement ses notes de ses mains glacées, avait l'impression qu'à chaque mot du procureur, une lampe s'éteignait dans la salle, et que les ténèbres gagnaient du terrain. Il sentait derrière lui la présence de Tania à présent calmée. Ses yeux s'écarquillaient à chaque mot qui, tel un marteau pesant, lui clouait la tête. Pour la première fois, Kolossov comprit avec une clarté terrifiante et une force accablante quelle responsabilité immensément lourde pesait sur lui. Le cœur lui manquait, ses mains tremblaient et la voix menaçante scandait « Tu es une meurtrière, une criminelle !» Kolossov avait peur de regarder derrière lui. S'il allait croiser les yeux de Tania et y lire la supplication de la sauver, une confiance aveugle. Pourquoi l'avait-il rassurée en prison? Pourquoi lui avait-il parlé d'une chance de se justifier? Le nuage menaçant de l'accusation suspendu au-dessus de la tête de Tania devient de plus en plus sombre. Toujours avec la même cruauté tranquille, le procureur parle du passé honteux de Tania les mains blanches, dont les blanches mains sont à présent souillées d'un sang innocent. Il évoque le vol en ajoutant que ce n'était peut-être pas le premier. On manque d'air dans la salle maintenant silencieuse. Kolossov suffoque. Il ferme les yeux et, comme un criminel avant l'exécution, il voit au loin le soleil, les prés verdoyants, un ciel pur et bleu. Quel calme, quelle paix règne chez lui en ce moment. Les enfants dorment dans leurs petits lits. Quel bonheur ce serait d'aller les retrouver, de s'agenouiller et d'appuyer la tête contre leur petit corps bien propre, de se réfugier auprès d'eux, d'échapper à cette horreur. Fuir. Fuir? Mais elle aussi, elle a eu un enfant. Seul un long hurlement désespéré, sauvage, aurait pu exprimer ce qu'éprouvait Kolossov. Ah! S'il avait su parler la langue des dieux! Quelle harangue tonitruante, folle, aurait retenti sur cette foule! Les cœurs de pierre auraient fondu, la salle aurait été secouée de sanglots, les bougies se seraient éteintes d'horreur, et les murs eux-mêmes auraient frémi de pitié et de chagrin. Comme c'était dur d'être un homme, rien qu'un homme. Le procureur a terminé son réquisitoire. Après une pause d'une minute remplie de tout sautement, de reniflements et de bruits de pieds, Pomerantsev entame sa plaidoirie. Son beau discours harmonieux coule comme un ruisseau. Sa voix vigoureuse et vibrante semble dissoudre les ténèbres. Un rire fuse. Pomerantsev a lancé en passant une pique à l'adresse du procureur. Kolossov regarde le beau visage charnu de son camarade. Il observe ses gestes souples et soupire. « Tu en as de la chance. Tu ne connais pas le malheur. Tu ne comprends pas ce que c'est. » Lorsque Kolossov prend enfin la parole, il ne reconnaît pas sa voix. Sourde, fêlée, déplaisante, même à ses propres oreilles. Dès les premiers mots, les jurés, d'abord attentifs, commencent à s'agiter, à regarder leur montre, à bâiller. Des phrases artificielles et banales se succèdent, remplissant d'ennui leurs esprits fatigués.
Un rabâchage insupportable de centaines de plaidoiries déjà entendues. Le président cesse de suivre et discute à voix basse avec un membre du tribunal. « Vivement la fin !» se dit Kolossov. Les jurés se sont dirigés vers la salle de délibération. Comme ces demi-heures sont longues. Kolossov essaye d'éviter ses camarades et d'échapper aux conversations. Mais voilà qu'il est rattrapé par un jeune homme grassouillet et jovial, qui n'a pas le sens de ce qu'on peut dire ou ne pas dire. « Comment se fait-il que vous soyez si mauvais aujourd'hui, mon vieux ? Nous qui étions venus exprès pour vous écouter. » Kolossov sourit aimablement, marmonne quelque chose, mais l'autre, apercevant Pomerantsev, se dirige vers lui en criant de loin. « Bien le bonjour, Sergueï Vassilievitch, bien le bonjour !» Voilà la sonnerie. Le public qui déambule en bavardant et en fumant se bouscule aux portes pour entrer. Les jurés sortent en rang d'oignons du cabinet de délibération. Et la salle attend, le cœur battant. Les bouches s'ouvrent, les yeux fixent avec une curiosité avide le papier que le président prend tranquillement des mains du porte-parole des jurés. Il le lit d'un air impassible et le signe. Kolossov est debout près de la porte et ne quitte pas des yeux le profil pâle de Tania. Le porte-parole lit, déchiffrant avec difficulté l'écriture illisible. À la question « Tatiana Nikanorovna Palachova, paysanne du gouvernement de Moscou, région de Bronchina, âgée de 21 ans, est-elle coupable d'avoir, dans la nuit du 8 au 9 décembre, dans le but de disposer de ses biens, étranglé avec la complicité d'autres personnes, coupable ?» Kolossov a-t-il rêvé ou Tania a-t-elle réellement chancelé? À moins que ce ne soit lui. Il faut encore attendre une demi-heure que le tribunal rende la sentence. Andreï Pavlovitch n'est pas en état de rester au milieu de cette foule surexcitée, et il se réfugie dans les couloirs éloignés, déserts et faiblement éclairés. Lentement, il va et il vient, et ses pas résonnent sourdement sous les voûtes. Ça y est, on entend dans la salle un piétinement, un brouhaha, des voix. Tout est terminé. Kolossov fend la foule en toute hâte. Il entend des voix s'exclamer, presque avec jubilation. « 10 ans de bagne !» Et il s'arrête près de la porte par laquelle sortent les criminels. Quand Tania passe près de lui, il prend sa main inerte, s'incline et dit « Tania, pardonne-moi !» Tania lève sur lui des yeux ternes et sans expression, et poursuit son chemin sans rien dire. Kolossov et Pomerantsev sont voisins. Aussi prennent-ils le même fiacre pour rentrer chez eux. Pendant le trajet, Pomerantsev parle beaucoup de l'affaire. Il plaint Tania et se félicite de l'indulgence accordée à Robotiev. Kolossov répond par monosyllabes à contre-cœur. Une fois chez lui, il se déshabille sans se presser, demande si sa femme est couchée et, passant devant la nurserie, saisit machinalement la poignée de la porte pour entrer embrasser les enfants, comme d'habitude. Mais il change d'avis et se rend directement dans sa chambre.